Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Crimée. C'est une région dont l'histoire, qui est vraiment complexe, est absolument essentielle si l'on veut comprendre sa place dans le monde d'aujourd'hui. Quand on regarde une carte, on voit juste ça. Une toute petite péninsule sur la mer Noire. Un bout de terre qui, à première vue, a l'air presque anodin. Et pourtant, cette petite terre a été convoitée, mais vraiment, par tous les empires et ce pendant des millénaires. Quasiment toutes les grandes puissances de la région ayant laissé leur marque. Alors la question qu'on va se poser est simple. Qu'est-ce qui fait de ce territoire un prix si disputé de manière quasi perpétuelle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et pour commencer à répondre, le premier indice se trouve dans sa géographie. Elle est unique. La Crimée, ce n'est pas un bloc homogène, c'est plutôt une terre à deux visages, un pays de deux mondes. Regardez bien. Au nord, on a des steppes, toutes plates, avec un climat continental assez rude. C'était une véritable autoroute pour les peuples nomades comme les Cimériens, les Scythes ou les Mongols. Et au sud, eh bien c'est tout l'inverse. Des montagnes, un climat beaucoup plus doux et surtout un accès direct à la mer. Et ça, c'est un véritable aimant pour les puissances maritimes. Les Grecs, les Romains, les Génois, les Ottomans. Cette dualité géographique, en quelque sorte, a programmé la Crimée pour être un lieu de rencontre permanent, et donc souvent un champ de bataille. Et là, accrochez-vous bien, parce que l'histoire de la Crimée pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est un vrai tourbillon. C'est une succession quasi ininterrompue de peuples qui arrivent, s'installent ou qui s'en emparent. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est la vitesse à laquelle tout change. Au 7e siècle avant notre ère, les Scythes chassent les Cimériens. À peine un siècle plus tard, les Grecs débarquent par la mer, fondent des colonies sur la côte. Ensuite, c'est le royaume du Pont qui prend le contrôle, avant que l'influence romaine ne devienne dominante. La péninsule, qu'on appelait alors la Tauride, était déjà un carrefour stratégique majeur. Et ce schéma, il continue tout au long du Moyen-Âge. Regardez cette division. Les Gosses, les Alains, puis les Khazars prennent les steppes du nord. Pendant ce temps, au sud, c'est le puissant empire byzantin qui contrôle la côte. Et au XIIIe siècle, le contraste est encore plus saisissant. Les Mongols de la Horde d'Or déferlent sur les plaines, tandis que les riches marchands de Gênes tiennent les ports de sud. On voit bien ici comment la géographie de ces deux mondes dicte littéralement l'histoire. Mais après cette période de flux constant, une puissance locale va finalement émerger et dominer la péninsule pendant des siècles. Je parle bien sûr des Tatars de Crimée. Le Khanat de Crimée. C'est un État fondé en 1441 qui devient une force majeure en Europe de l'Est. Il s'allie au très puissant Empire ottoman et devient redouté pour ses raids en Russie et en Pologne. Pendant plus de 300 ans, cet État a profondément façonné l'identité de la péninsule. Mais voilà, une nouvelle puissance, immense, qui arrive du nord va changer le destin de la Crimée pour de bon. L'Empire russe entre en scène. L'année 1783, c'est vraiment un tournant majeur. L'impératrice Catherine II annexe le Khanat. C'est la fin d'une ère et le début d'une autre. La Crimée est intégrée à l'Empire russe, qui va même jusqu'à ressusciter l'ancien nom de Tauride pour sa nouvelle province. L'arrivée de la Russie, ce n'est pas juste un changement de drapeau, c'est une transformation en profondeur. Le port stratégique de Sébastopol est fondé. De nouveaux colons russes, ukrainiens, allemands sont invités à s'y installer. En même temps, de nombreux Tatars de Crimée sont persécutés ou carrément contraints à l'exil. La péninsule se transforme alors en Riviera russe, le lieu de vacances du tsar et de toute l'aristocratie. Le XXe siècle, lui, ne sera pas plus calme. Loin de là. Il apporte son lot de bouleversements, de conflits et de changements démographiques d'une violence assez inouïe. Ce chiffre, 1944, il fait froid dans le dos. Sur ordre de Staline, la totalité de la population tatare de Crimée, près de 200 000 personnes, est déportée en Asie centrale. L'accusation, collaboration. On estime que près de la moitié d'entre eux sont morts de faim ou de maladie. C'est une tragédie qui a marqué ce peuple à tout jamais. Et puis, 10 ans plus tard, un autre événement clé, mais d'une nature très différente. En 1954, Nikita Khrouchtchev, pour célébrer les 30 ans de la réunification de la Russie et de l'Ukraine, transfère administrativement la Crimée. Elle passe de la République soviétique de Russie à la République soviétique d'Ukraine. À l'époque, ça paraissait être une simple formalité au sein de l'URSS, sauf que les conséquences géopolitiques, des décennies plus tard, seront immenses. Et tout ça nous amène à l'ère post-soviétique, où toutes ces couches d'histoire, toutes ces tensions accumulées vont refaire surface de manière assez explosive. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut regarder cette composition ethnique. En 2001, lors du recensement ukrainien, la population est majoritairement russe. Les Ukrainiens sont le deuxième groupe, et les Tatars de Crimée, qui ont commencé à revenir d'exil après la chute de l'URSS, représentent environ 12%.
C'est cette mosaïque qui est la toile de fond des conflits à venir. On arrive en février 2014 et les événements s'accélèrent à Kiev. Et ce qui s'y passe est interprété de deux manières radicalement opposées. Pour les pro-européens, c'est qu'une révolution de la dignité. Pour les pro-russes, c'est un coup d'État. C'est cette divergence totale de lecture qui va mettre le feu aux poudres en Crimée. Et à partir de là, tout va très, très vite. Des forces pro-russes prennent le contrôle des bâtiments officiels. Un nouveau gouvernement est mis en place et il appelle à un référendum. Des troupes russes sécurisent les points stratégiques. Le 16 mars, le référendum sur le rattachement à la Russie a lieu. Et à peine 2 jours plus tard, le traité d'annexion est signé. Et la déclaration officielle du Kremlin vient sceller le tout. L'accord sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie, c'est formel. Un acte simple en apparence, mais qui a redéfini les frontières et les relations internationales pour les années à venir. En fin de compte, la Crimée est ce qu'elle a toujours été, un carrefour, une terre où les empires se sont heurtés, où les cultures se sont mélangées, où l'histoire ne cesse de s'écrire et de se réécrire. La seule chose qui ne change jamais, finalement, c'est le changement lui-même. La question n'est donc pas de savoir si un nouveau chapitre s'écrira, mais plutôt qui en tiendra la plume la prochaine fois.